en direct. Enis Chapchoub, imam de Noisy-le-Grand, est avec nous. Bonjour. Bonsoir Monsieur Bourdin, bonsoir tout le monde. J'ai écouté les différents avis, puisqu'effectivement ça peut partager l'opinion. Est-ce qu'ils auraient pas dû être ces deux assassins, est-ce qu'ils auraient pas dû être récupérés vivants? Je suis plus de l'avis effectivement que je pense que ça aurait peut-être pu répondre à énormément de questions que beaucoup de Français se posent. Et effectivement, j'aurais peut-être plus été un adepte de malheureusement, ils sont morts, comme beaucoup d'autres personnes, mais est-ce que ça aurait été pas plus intéressant qu'ils puissent passer par un jugement devant des tribunaux pour essayer non pas de comprendre, parce que de toute façon, il n'y a rien qui peut justifier ces actes barbares, mais d'une certaine manière pour pas revivre un second Mohamed Merah et finalement faire parler des morts. Voilà. Oui. Bon. Suite à la mort de Mohamed Merah, c'était un peu, chaque personne qui venait de sa théorie, et finalement le mort est mort, mais les gens réussissent à faire parler des morts, et beaucoup de points d'interrogation sont restés autour de l'affaire Mohamed Merah. Ses cartes de visite de chauffeur, de président, ses relations avec les services secrets, et énormément de questions. Là, on sait la même chose, le profil des deux tueur est connu, il est repassé en boucle sur les différentes antennes, des passages en Irak, etc., la cellule du 19e. Je disais finalement qu'il aurait été peut-être plus intéressant pour une bonne partie des Français, puis même pour la continuité des différentes enquêtes, des différentes enquêtes en cours, d'avoir des personnes vivantes qui puissent répondre à des questions simples avec des réponses simples, plutôt que d'avoir des morts à qui on va essayer de faire parler ou de faire interpréter ou de faire dire des choses alors qu'ils sont morts. Donc ça va être... il y aura moins de réponses. Cela dit, quand vous avez deux hommes comme les frères Kouachi qui sortent armés, qui vous tirent dessus, vous répliquez. Alors après, on peut les immobiliser peut-être d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas. Moi, je suis pas un professionnel de la police. Moi, je vois dans les safaris qu'on arrive à tuer, non pas tuer, mais endormir des lions dans la seconde qui vient, ou des éléphants. Il y a ce qu'on appelle des balles blancs, donc qui sont inoffensifs, mais je pense que... Est-ce qu'ils ne risquent pas de servir de martyrs? Effectivement. Alors, est-ce que moi personnellement, j'aurais préféré voir des coupables en cellule plutôt que des coupables morts, dont certains peut-être prédicateurs ou certaines cellules vont en faire des martyrs. Après, l'un des intervenants précédents qui disait oui, mais en prison ils vont faire du prosélytisme, ils vont engrainer des personnes qui sont borderline, pour reprendre l'expression. Mais enfin, aujourd'hui l'islam radical, faut savoir qu'il est tiré par ces pseudo-prédicateurs à l'islam, mais pas seulement. On a souvent dit que les premiers VRP de l'islam radical, c'est ces fameux Zemmour, ces fameuses petites paroles, ces fameuses paroles de haine. Ça aussi, c'est des choses qui, pour ces personnes borderline, ça donne du crédit à ces discours haineux de la part de radicaux. Donc que ces personnes-là soient en prison et qu'ils fassent du prosélytisme, ou qu'il y ait des personnes qui jouissent d'une tribune dans des médias pour déverser leur haine sur l'islam et les musulmans, etc. Les deux font du prosélytisme. Bien sûr. Il y en a qui sont barbus avec des djellabas, et d'autres qui sont avec un micro et un costume sur un plateau télé en train de déverser leur haine sur l'islam. Tous les deux font du prosélytisme pour attiser la haine. Pour attiser la haine. Merci Enis Chapchoub. Merci dans tous les cas. Imam de Noisy-le-Grand. Puis il va falloir quand même, j'ai encore une question à vous poser. Il va falloir encore que dans l'enseignement de l'islam, vous vous organisiez d'une manière... Enis Chapchoub, à chaque fois que l'on parle d'actes terroristes ou de cet extrémisme, on entend des jeunes qui ont été embrigadés par des imams dans des mosquées un peu souterraines, mais comment se fait-il, Enis Chapchoub, que vous n'arriviez pas, que l'islam de France n'arrive pas à trouver des solutions, des réponses à ça, à cet enseignement souterrain? Eh bien, vous me faites plaisir, vous n'imaginez pas combien, Monsieur Bourdin. Vous savez, hier, j'ai regardé un des reportages d'une des chaînes, je ne sais pas si c'était la vôtre ou une autre,
qui parlait de ce fameux Farid Yetou, je crois, qui a été l'une des personnes qui avait commencé avec l'un de ses frères. Oui, oui, et tout à alors fait. qu'il était dans la première mosquée d'Arwa de Paris 19e, il s'est fait vite mis à la porte par les responsables associatifs de cette vraie structure de mosquée qui existait à Paris 19e, et il a continué à faire ses cours dans ce qu'on appelle les mosquées des caves. Donc là, en l'occurrence, c'est pas une cave, c'est une salle de prière Sonacotra, Aftam, travailleurs immigrés. Où là, c'est des salles beaucoup plus petites. Il y a une moins bonne gestion, j'ai envie de dire, au niveau corps associatif, puisque ça reste des chambres de foyer et puis des salles de prière. Eh bien, le problème, c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, les responsables associatifs que nous sommes, parce que je suis imam à Noisy-le-Grand, mais également responsable associatif et porteur d'un projet de mosquée, même si nous avançons à pas de fourmis dans notre projet, nous, à Noisy-le-Grand, il est très difficile de pouvoir structurer un islam de France avec tout ce qui est pédagogie, enseignement de l'islam, lorsque ne serait-ce que nos moyens d'accueil ne nous le permettent pas. Nous, aujourd'hui, nous gérons à Noisy-le-Grand 2 lieux de culte, un dans un pavillon et un dans un foyer Aftam. Nous accueillons, par exemple, dans le foyer Aftam, près de 80 enfants et dans des conditions de scolarité qui sont très loin des cours de catéchisme dans les églises ou dans les synagogues. Pourquoi ? On ne peut pas, parce qu'il n'y a pas de locaux. Même si nous sommes porteurs de très grands projets d'un projet de mosquée qui répond à nos attentes. Aujourd'hui, c'est très difficile de pouvoir enseigner l'islam et les valeurs de l'islam quand les locaux ne sont pas là ou qu'on n'arrive pas. On refoule tous les ans des gens. Oui, bah, bien sûr. Bien sûr, voilà, je comprends. Donc il y a vraiment là un effort collectif, je dirais collectif à faire. Forcément, à la fois l'État, mais en même temps les croyants et en même temps les responsables de l'islam de France. Comment voulez-vous, d'un côté on nous dit il ne faut pas de mosquée, on n'en veut pas, alors qu'il y a des gens qui prient dehors et ils n'ont pas demandé à prier dehors, c'est parce qu'à l'intérieur c'est plein. Été comme hiver, qui pleuve, qui neige, oui. qui tente. Donc, d'un côté, on leur dit non, on veut pas de mosquée, on veut pas de mosquée, et d'un autre côté, on dit ouais, mais enfin, à un moment, on en a marre, il faut que vous ayez des structures éducatives de scolarité, d'apprentissage et d'enseignement. Oui, non, mais c'est vrai, je sais que c'est un éternel problème. Merci, Eunice Chapchoub.